Myriam Benrad, vous êtes donc une spécialiste du monde arabe. Est-ce que, selon vous, comme le disait le Premier ministre Manuel Valls, le regroupement des islamistes en prison pour créer une sorte de cordon sanitaire serait la méthode la plus efficace pour lutter contre le djihadisme ? C'est une des mesures. On sait déjà qu'il y a de fait un regroupement des islamistes. Alors maintenant, au sein de la prison elle-même, est-ce qu'il est bon de regrouper Il y a eu quelques tentatives, à Fresnes notamment, et ça semble marcher. Oui, mais je ne crois pas que ça... Non, je ne pense pas que justement ça aille dans le sens de la déradicalisation ou du reste du fait que ces individus quittent l'idéologie extrême dans laquelle ils se sont réfugiés, parce qu'on le voit à travers ces attaques qui ont pris place en France et cette attaque qui a été contrée donc en Belgique. Cette radicalisation, elle est une radicalisation de groupe, et la prison offre un cadre particulièrement favorable à cela. En tout cas, c'était le cas, par exemple, pour Cherif Kouachi, Amadi Koulibaly. Ces gens se sont au contact d'autres prisonniers radicalisés. Donc je crois qu'il faut au contraire essayer mais là, on parle d'isolement. Alors l'isolement, oui, l'isolement des islamistes, c'est une mesure. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas au contact du plus grand nombre. Alors, les isoler, oui. Maintenant, les isoler dans quel sens ? Enfin, est-ce qu'il faut les isoler entre eux, les isoler du reste de la société ? Bon, du reste de la société pour les irrécupérables, certainement. Maintenant, dans la prison elle-même, je crois qu'il faut faire en sorte que ces individus aient le moindre contact possible avec les autres détenus, parce que ça a des conséquences absolument catastrophiques. Et on l'a déjà vous parlez d'irrécupérables. Est-ce que la déradicalisation, c'est une sorte de déprogrammation en quelque sorte, peut fonctionner ? Est-ce qu'on peut y croire à cette déradicalisation ? Il y a déjà des programmes, alors en France, à travers les aumôniers musulmans qui interviennent auprès des détenus. Il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment, mais en fait, c'est des programmes qui sont d'ailleurs d'inspiration américaine, puisque c'est des programmes qui existent dans les prisons américaines, aussi dans les prisons arabes, du monde arabe, et qui ne fonctionnent pas réellement. Pourquoi ? Est-ce qu'il faut y ajouter des psychologues, des psychiatres ? Ça existe déjà. Le problème, c'est qu'en fait, on a une minorité de détenus, salafistes en particulier, extrémistes, qui sont dans cette logique guerrière, djihadiste, et qui l'emportent en réalité, qui ont, par leur charisme naturel ou la virulence de leurs idées, une influence beaucoup plus grande sur un certain nombre de détenus. Et c'est aussi le résultat d'une certaine discipline de vie qu'ils incarnent au sein de l'environnement carcéral et qui finalement fait des émules. Donc il faut en fait, je pense, surtout cibler ces individus et les isoler eux, pour pouvoir effectivement éviter que les autres détenus entrent en contact avec eux et soient exposés à ces idées et notamment l'idée, une fois hors de prison, d'aller combattre, d'aller faire le djihad. Alors si on en vient à la question du renseignement maintenant, est-ce qu'il faut également s'inspirer du modèle américain et qu'il y ait un nouveau fonctionnement, à savoir que les policiers, que les chercheurs, que les experts coopèrent davantage ? Oui, ça c'est évident qu'il faut un décloisonnement des spécialités. Je pense qu'il y a une prise de conscience en France de l'intérêt effectivement d'avoir ce type de dialogue, d'organiser un certain nombre d'auditions qui permettent aux experts, à un certain nombre d'acteurs de la société civile qui peuvent aussi positivement contribuer à cette dynamique d'intervenir et d'inspirer les politiques. Ça n'a pas été assez fait. Il est vrai que c'est une pratique beaucoup plus courante et culturellement plus répandue dans le monde anglo-saxon, en particulier aux États-Unis. Et je crois qu'on y vient, de toute façon on y vient, parce qu'en réalité, il faut aussi ajouter que derrière ces attaques terroristes, derrière cette radicalisation islamiste, on a un problème de société beaucoup plus profond. Je crois qu'il faut quand même poser aussi le problème dans ces termes et qui nécessite effectivement de penser large et à une approche qui soit plus systémique que de simples mesures sécuritaires comme on les voit actuellement, le renforcement du dispositif législatif, etc. Ce n'est pas suffisant. En réalité, il faut essayer de repenser les conditions qui permettent au sens large d'éviter à ces individus de suivre le parcours qui a été celui des frères Kouachi, de Koulibaly et qui aboutit à cette tuerie.
On vous retrouve dans un instant, Myriam Benrad. On va continuer avec ce renforcement de la sécurité sur le territoire hexagonal et également un redéploiement à l'étranger. Le coup porté à Charlie Hebdo oblige donc la France à revoir toute sa stratégie face à la menace terroriste que constituent Al-Qaïda et l'État islamique. La France va donc mener de nouvelles opérations militaires extérieures. Cela l'obligera à ne pas réduire autant que prévu ses effectifs dans les années à venir. Par ailleurs, le porte-avions Charles de Gaulle va s'installer dans l'est de la Méditerranée, positionné dans la guerre contre Daesh. Il est un symbole fort de la puissance française. Carole Coelho. À bord du Charles de Gaulle, une vingtaine d'avions de combat. Direction le Golfe Persique, l'Irak. L'intervention française monte en puissance pour combattre le groupe État islamique, l'une des principales menaces aujourd'hui. Le Charles de Gaulle pourrait être mobilisé dans l'opération Chamal. Plus de 800 hommes sont déjà engagés depuis le mois de septembre dans ce conflit. La France est déjà stationnée en Jordanie et dans les Émirats arabes unis, d'où elle mène ses attaques aériennes. Mais pas question d'envoyer des troupes au sol. Envoyer des forces au sol en Irak serait une grave erreur, puisque ce serait un remake de ce que les Américains ont fait en Irak. Et on sait que ça n'a vraiment pas marché. Ça a coûté 5000 morts, ça a coûté des centaines de milliards de dollars. Autre théâtre d'opération, le Mali. La France a lancé l'opération Serval il y a tout juste 2 ans pour repousser les groupes armés qui menaçaient de renverser le pays. Depuis l'année dernière, l'opération est devenue Barkhane. 3000 soldats français engagés au Sahel dans une lutte contre les groupes terroristes, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'armée française a perdu 10 soldats dans des combats de guérilla. C'est parce que les assaillants sont très fluides. Ce ne sont pas des soldats conventionnels, ils ne se déplacent pas avec des blindés, avec des unités reconnaissables. Ils sont extrêmement mobiles, très fluides, et ils essayent de se fondre dans ces grandes zones désertiques pour aller mener des attaques terroristes. Enfin, une question reste en suspens. La France doit-elle intervenir en Libye ? Le ministre de la Défense qualifie ce pays de terrain fertile pour les terroristes. Il souhaiterait une intervention de l'armée française, une question qui n'est pas d'actualité, selon François Hollande. Alors Myriam Benrad, est-ce que la France doit effectivement choisir ses zones de combat ? De toute façon, c'est une région à feu et à sang. On le voit, du Sahel jusqu'à la Syrie, en passant par l'Irak et la Libye, on a un voisinage aujourd'hui. Et pourquoi ne pas aller en Libye aujourd'hui ? De toute façon, la Libye, ce serait incontournable. Là, c'est une question, à mon avis, encore une fois, de choix de terrain, d'intervention, parce que la France n'a pas les moyens, en réalité, de couvrir toute la région. Il faut voir à quel niveau les efforts peuvent être coordonnés, mais la Libye, de toute façon, ce serait incontournable, parce que là, la situation de jour en jour s'aggrave. On est même au-delà du chaos. Donc, dans tous les cas, il faudra repenser aussi cette stratégie militaire dans la région. Mais c'est important, ce reportage, et je terminerai là-dessus, parce que ça replace aussi le contexte hexagonal dans ce contexte, encore une fois, d'implosion totale du voisinage européen, en particulier arabe. Encore une fois, du Sahel jusqu'à l'Irak. Merci beaucoup Myriam Benrad pour votre éclairage. Merci.